Aujourd'hui, l'enjeu majeur des politiques de santé des pays industrialisés est la soutenabilité économique. L'organisation des systèmes de santé est mise à rude épreuve par le vieillissement de la population et la transition épidémiologique dans un contexte de faible croissance économique. Pourtant, de nombreuses initiatives laissent entrevoir un avenir meilleur et permettent d'envisager le futur de façon plus optimiste. Nous serons mieux soignés demain et pas forcément en dépensant plus. Le Haut Comité français pour l'avenir de l'assurance maladie a récemment publié un rapport sur les innovations médicales pour les 15 ans à venir. Elles sont pour la plupart d'ordre thérapeutique et scientifique. La génétique, les biomatériaux, la robotique chirurgicale, la radiologie, l'imagerie moléculaire et les nanotechnologies vont révolutionner les traitements des cancers et des pathologies chroniques. À plus longue échéance, l'intelligence artificielle va révolutionner le diagnostic. Les initiatives sont américaines, comme Watson d'IBM, mais pas seulement, comme en témoigne le logiciel français TheraPixel. Cet algorithme d'aide au diagnostic des cancers du sein permet, à partir des radios conventionnelles, de dépister plus précocement les 5% de cancers qui passent inaperçus à la première radio. L'affinement des capacités de diagnostic découle de l'exploitation d'une très grande quantité de données. 640 000 radiographies de 86 000 patientes sont analysées en 15 jours. Une compétition dans la recherche existe entre les pays et permet d'éviter des positions monopolistiques risquant d'augmenter les dépenses de santé. Dans cette optique, le député Cédric Villani a récemment écrit un rapport parlementaire élaborant des recommandations pour favoriser la recherche tout en garantissant un cadre éthique. Le directeur de la PHP, Martin Hirsch, écrit dans son dernier ouvrage que ce recueil de données numériques va radicalement modifier l'hôpital. D'une ère de données médicales rares, difficiles et coûteuses à collecter et justifiant un regroupement des activités de soins en un même lieu, nous allons passer à une ère de recueil facile et peu coûteux d'une très grande nombre de données partout où les patients se trouveront. C'est donc tout le modèle hospitalo-centré qui est remis en cause. Une grande partie de l'activité chirurgicale hospitalière devient possible en ambulatoire grâce aux progrès techniques qui diminuent l'invasivité des interventions, mais aussi grâce au suivi des patients à distance. Cette tendance est un véritable marqueur de l'hôpital du XXIe siècle. Comme le montre ce graphique de l'OCDE, le virage ambulatoire se traduit par une diminution du nombre de lits d'hôpitaux par habitant, dans les pays d'Europe occidentale notamment. La France a réduit son nombre de lits pour 1000 habitants de 8 à 6 entre 2000 et 2014, et la moyenne de l'OCDE s'établit désormais à 3,9 lits pour 1000 habitants. Cette diminution permet d'infléchir le coût des hospitalisations et concilie rationalité économique et efficacité clinique. À tel point que Martin Hirsch prédit une séparation des activités hôtelières et de soins de l'hôpital. L'hôpital du futur n'aurait plus vocation à héberger les malades. Ainsi, le progrès médical a des effets paradoxaux. S'il est responsable de l'augmentation de l'espérance de vie et de la transition épidémiologique, d'une hausse globale des dépenses, nous voyons qu'il peut également engendrer des économies d'échelle. Le HCAAM, dans le rapport évoqué précédemment, souligne que les innovations médicales sont aussi d'ordre organisationnel. La collecte généralisée de données qualitatives est susceptible de changer radicalement l'organisation des systèmes de santé. On peut imaginer un décloisonnement des différentes filières de soins, de véritables parcours de soins pour les patients, un meilleur partage d'informations entre les professionnels et une meilleure information des patients. Un système de santé pilote aux États-Unis fait figure d'exemple en la matière. Intermountain Healthcare en Utah. Pierre-Henri Bréchat décrit largement ce système et ses avantages dans son récent ouvrage « Sauvons notre système de santé ». Il s'agit d'un changement de culture médicale. L'amélioration continue du système est la priorité et implique tous les acteurs. Les professionnels de santé disposent d'un outil informatique puissant, réunissant les dossiers partagés, les historiques des patients, les analyses médico-économiques, les recommandations de bonnes pratiques et les correspondances entre professionnels. L'information est partagée avec les patients et un cercle vertueux s'enclenche permettant d'améliorer les performances en diminuant les coûts. Les examens redondants, le nomadisme médical, la perte de temps médical ainsi qu'une trop lente diffusion des bonnes pratiques sont autant d'effets de la non-qualité médicale qui handicapent aujourd'hui les systèmes de santé insuffisamment réformés. Les États-Unis, malgré cette initiative par ailleurs ayant partiellement inspiré Obamacare, restent parmi les mauvais élèves des classements internationaux. Cette carte présente les résultats d'un classement des systèmes de santé de 195 pays à partir d'un indicateur de qualité des soins. Ce classement a été publié par le Lancet en 2017. Il octroie la 35e place aux États-Unis et la 15e place à la France. Pourtant, ces deux pays sont parmi les plus dépensiers au monde pour leurs dépenses de santé. Ce graphique de l'OCDE montre que les Américains sont ceux qui dépensent le plus pour leur santé avec 18% du PIB et la France est 4e avec 12% du PIB. Il est intéressant de noter que la France était première du premier classement des systèmes de santé publié en 2000 par l'OMS.
Ce classement mettait l'accent sur l'équité d'accès aux soins et non pas sur la qualité des soins. On constate donc que la question désormais la plus importante n'est pas le montant des dépenses, mais la qualité des soins dispensés. Il ne s'agit donc pas de dépenser plus, mais d'avoir des systèmes de santé plus efficients. La situation extrême des États-Unis conduit certains observateurs à faire d'ambitieuses propositions de réforme. Selon Michael Porter, professeur d'économie à Harvard, le défaut principal du système de santé américain est un problème de concurrence. L'information fait partie intégrante de la concurrence dans tout marché qui fonctionne bien. Or, l'information médicale est trop asymétrique, uniquement détenue par les médecins, ce qui conduit la concurrence à ne s'exercer que sur les coûts des traitements et pas sur la qualité des traitements. L'information doit donc être renforcée en collectant de nombreuses chez les pourvoyeurs de soins. Ainsi, un système de saine concurrence se met en place chez les praticiens, cherchant à offrir le meilleur service pour le meilleur coût. Michael Porter a donc créé un site, iChamp.org, sur lequel des équipes de médecins et d'économistes consignent les indicateurs les plus efficaces pour évaluer la qualité des traitements. Michael Porter cite en exemple les traitements des cancers de la prostate en Allemagne. Pour le taux de survie à 5 ans, la moyenne nationale est de 94%, alors qu'un hôpital de Hambourg, hyper spécialisé dans ce traitement, a un taux de 95%. En revanche, pour les dysfonctions érectiles à 1 an, les taux respectifs sont de 75% contre 17%, et les taux d'incontinence à 1 an sont de 43% contre 9%. Derrière l'indicateur classique, le taux de survie, on voit donc que se cachent des disparités importantes, ce que des indicateurs plus fins peuvent débusquer. En lançant le projet, Michael Porter craignait une réaction négative du monde médical. Mais lors d'une conférence à l'OCDE à Paris début 2017, il confiait à l'inverse avoir été étonné de la rapidité de la diffusion des bonnes pratiques. Le journaliste Philippe Pujol, dans un essai d'anticipation sur le système de santé en France, prévoit une catastrophe sanitaire majeure en 2028 suite à une mauvaise organisation à partir des très nombreuses données et à des piratages de ces données. Le recueil de ces données comporte donc des risques, il doit être organisé par un acteur légitime qui doit les protéger et les interpréter. Seule une volonté politique forte et un travail conjoint des différents acteurs du système de santé peut faire de cette révolution numérique un atout pour l'avenir. Par le passé, la France a su conduire d'ambitieuses réformes de son système de santé. Les ordonnances Debré de 1958 ont créé les centres hospitaliers universitaires, véritables pierres angulaires du système de santé français, hospitalo-centré, efficaces pendant 50 ans, à tel point que la France était première dans les classements des systèmes de santé. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, comme nous l'avons vu. La loi Kouchner de 2002 a ensuite radicalement changé les rapports entre patients et praticiens, donnant l'accès au patient à son dossier, une meilleure information médicale et un consentement libre et éclairé. La France a aujourd'hui besoin d'une nouvelle réforme d'ampleur, prolongeant ce changement de culture médicale en organisant le recueil des données médicales. Cette culture de l'évaluation qualitative est déjà présente chez de nombreux acteurs. Les médecins-chercheurs le font quotidiennement et intègrent désormais des données centrées sur les patients dans leurs études cliniques. La sécurité sociale le fait depuis sa création, mais exploite insuffisamment ces données. Les organismes complémentaires le font également, mais n'ont pas la capacité légale d'utiliser ces données pour améliorer l'efficience des soins. La Haute Autorité de Santé le fait également et publie des recommandations de bonnes pratiques, mais en quantité insuffisante et avec une diffusion trop faible. Enfin, de nouveaux acteurs numériques, tels que les plateformes de prise de rendez-vous sur Internet Mon Docteur ou Doctolib, collectent également des données et peuvent avoir un rôle à jouer dans la nouvelle organisation. Ainsi, une nouvelle grande loi d'orientation est nécessaire, conférant une grande légitimité politique à un acteur capable d'harmoniser les efforts de toutes les parties prenantes. Cet acteur devra également avoir une grande légitimité scientifique, car son rôle sera de faire travailler tous les acteurs du système de santé ensemble vers un même but, améliorer la qualité des soins.